Bonsoir tout le monde. À tous et à chacun de vous individuellement. C'est une joie toujours croissante de me trouver parmi une audience tellement sympathique. Au fait, c'est depuis 2 ans que je circule à travers la province, que j'étale un peu une semblance de connaissance et de compréhension d'un sujet dont je me soucie depuis plus de 50 ans. Ce soir, je vais vous parler un peu de l'historique de l'alchimie et tout le cheminement que cette science a fait au cours des 2 millénaires qui nous précèdent. Je dirais d'emblée que l'alchimie n'est pas une science qui a été codifiée par l'homme à partir de l'accumulation de ses connaissances des tout débuts de son avenue sur le plan terrestre. L'alchimie nous vient d'ailleurs. Ce sont ceux qui ont surveillé l'hominisation des extraterrestres sur la Terre pour en faire ce qu'on appelle communément l'Homo sapiens et qui sont responsables pour cette science que l'on a codifiée graduellement au cours des siècles et qu'aujourd'hui on peut présenter assez succinctement afin que les gens qui y croient d'abord et qui veulent croître dans l'exercice de cette discipline peuvent obtenir un résultat assez étonnant. Ce résultat consiste à éveiller les énergies latentes et souvent insoupçonnées qui résident comme en léthargie dans l'homme. L'homme est un être bipolaire. Il y a de la nature infiniment supérieure à ce qu'il croit absolument détenir en lui, et l'alchimie vise à éveiller cette énergie-là, et afin qu'il puisse la manifester dans tous les actes de sa vie. Il y a quelques années, on ne connaissait pas exactement la portée de cette science-là, et on l'a très vilipendée. On l'a critiquée au point qu'on l'a considérée comme une fallacie, une fausseté, tout à fait. Mais depuis 5 ou 6 siècles, qu'on a pu la mettre à l'épreuve, grâce aux savants et aux grands pontifs de la science, et on sait que c'est la science qui préside à tout accomplissement digne du destin de l'homme. Donc, l'alchimie vise à hominiser, à diviniser l'homme, parce qu'il y a la nature divine aussi bien que la nature humaine dans l'homme. Et cette nature divine que l'on appréhende parfois dans des moments d'exaltation, on devrait toujours en être conscient que l'homme n'est pas tout simplement un bipède pensant qui se soucie de son environnement et de son adaptation aux circonstances qui s'y présentent. Donc, l'alchimie, c'est la science de la complétion de l'homme. Et l'accomplissement auquel elle vise, c'est précisément d'être pleinement maître de son environnement intérieur, aussi bien que son environnement immédiat ou extérieur. On a eu des grands pontifs dans ce domaine-là. Les grandes sommités spirituelles, du Saint Thomas d'Aquin et compagnie, Albert le Grand et plusieurs autres dans le même orbite, ont tellement bien compris qu'ils nous ont laissé des chefs-d'œuvre de littérature que l'on a introduit par la suite dans la liturgie christique, dans la liturgie chrétienne ou catholique, s'il vous plaît. En parlant de saint Thomas d'Aquin, par exemple, j'aimerais citer un des hymnes que l'on chante en corde de nos jours, au Vêpres. Il dit simplement « À Dorothée dévotée, la tête des torts. Je t'adore avec dévotion, divinité latente. » C'est un appel que fait l'homme terrestre à la divinité qui gît en dedans de lui. Ailleurs, toujours dans le même cantique qu'on appelle le Tantum Ergo, et qu'on pourrait traduire par « Approchons-nous avec révérence de ce grand mystère, car cette connaissance antique est maintenant remplacée par un rite nouveau. » Et le rite nouveau auquel il fait mention, c'est la messe, qui n'est ni moins une illustration à la portée du public de ce que l'alchimiste fait dans son creuset. Alors, la transsubstantiation, qui est le point crucial de la messe, la partie secrète de la messe, c'est exactement ce que l'alchimiste fait dans son creuset pour éveiller une énergie qui est apparemment inerte, mais inerte en apparence seulement. La vie, sous toutes ses manifestations, contient quelque chose qu'on appelle communément de l'esprit. C'est un mode de vibration, un mode d'être-té qui dépasse toute forme de matérialité. Si une chose subtile est
accélérée, elle disparaît de notre partie sensorielle. Si son mode vibratoire est ralenti, elle devient sensorielle, palpable. Tout comme si un bloc de glace était réchauffé, on le convertira en gaz, impalpable. Et si on recondense ce gaz, il va devenir, dans des conditions favorables également, changement de température, de mode vibratoire, ça va devenir de la glace tangible et palpable. Alors, l'alchimie a toujours été un sujet d'intrigue. Mais ce qui nous intrigue, c'est parce qu'on sent qu'il y a possibilité de percer le mystère dans cette chose-là. Un savant que on connaît tous, ou du moins de nom, Einstein, nous a donné une formule mathématique de ce phénomène de conversion de l'énergie en matière et vice-versa, de la matière en énergie. On connaît tous la formule mathématique, énergie égale mc2. C'est-à-dire que si vous prenez de l'énergie qui vous ralentissez son mode vibratoire, vous en faites de la matière. Et inversement, si vous prenez de la matière et vous accélérez son mode vibratoire, vous en faites quelque chose d'impalpable, d'intangible, de spirituel. Alors, vous observez que le mot spirituel contient le mot pire. Pire, c'est le feu, n'est-ce pas, en grec? Alors, c'est le feu latent dans toutes les formes d'énergie qui est le secret du travail alchimique, du cheminement. L'alchimiste, c'est un philosophe par le feu. Il manipule le feu sous toutes ses formes. Le feu qui gît à l'état de léthargie dans la matière et le feu qui gît à l'état latent en lui-même. Donc, l'alchimie, c'est une manipulation du feu. Le feu dans toutes ses formes. Et c'est à bâton rompu, comme je vous le précise, succinctement, c'est ça en quoi consiste l'alchimie. Éveiller l'énergie latente dans les trois règnes de la nature. On commence habituellement, dans le magistère, à travailler sur une matière inerte ou apparemment inerte. Et on constate que dans le ballon, après qu'on lui a appliqué une force quelconque, une énergie qui procède de l'alchimisme même, que cette matière-là devient un gaz. Après un gaz, elle devient quelque chose d'invisible et intangible. Cependant, dans le ballon, que vous verrez tout à l'heure, on aura apparemment du vide, et ce vide-là, matière éthérée, pèsera exactement ce qu'il pesait auparavant quand on avait mis un kilo de matière dedans, ou pour être plus précis, 250 grammes de matière. Un kilo, ce sera trop pour ce ballon-là. Alors, l'énergie qui est invisible dans ce ballon, elle a exactement la même densité, la même valeur, la même pondérosité que la matière que j'aurais mis dans le ballon auparavant. Donc, la matière se manifeste sous deux formes, ou ce qui est l'actualité sous deux formes. Une forme invisible, inaccessible au sens, ou une forme visible, pondérable. Et c'est exactement ce que nous faisons, ce dont nous faisons la démonstration en procédant par notre magistère. On prend une matière qui existe à travers toute la planète et que l'on appelle communément du cinabre. Cette matière-là, elle contient quelque chose de précieux. C'est ce qu'on appelle le sang de la Terre. Mais ce sang-là, comme on l'a puisé à la surface de la Terre, il est coagulé, puis il se manifeste sous forme d'une poudre, après qu'on a pulvérisé la pierre qui le contient. Mais cette poudre-là rouge, c'est pareil comme le plasma que vous avez dans les banques de sang, par exemple. Ce plasma est en poudre, n'est-ce pas? Et quand on l'a liquéfié, il devient transfusible et transmettable à des malades qui sont en carence de sang. Alors, on travaille avec le sang de la Terre. La Terre est un être vivant. Tout ce qu'il y a dans le cosmos autour de nous est doué de corps, d'âme et d'esprit. Et ce sang de la Terre, que l'on aura extrait de notre matière première, deviendra quelque chose d'équivalent du sang que l'on a dans les veines. Je voudrais attirer votre attention sur un miracle dont on a beaucoup popularisé depuis 200 ans, que l'on identifie sur la rubrique du miracle de Saint-Janvier. Ça s'est passé à Naples il y a quelques années, quand un saint, un homme pieux, avait été décapité pour extra de zèle, surplus de zèle. Et le sang qui a découlé de sa décapitation s'était mélangé avec la pierre sur laquelle on l'avait décapité. Par la suite, une personne pieuse avait recueilli le sang qui était jailli de sa décapitation, puis l'a conservé dans une ampoule pour en faire une relique. Cette relique-là existe depuis le 15e siècle, à peu près, 1480. Et tous les jours de Pâques ou Vendredi Saint, oui, dans le temps de Pâques, quoi,
il se passe ce phénomène-ci, que l'ampoule de sang coagulé commence à devenir en ébullition et coule. On dit que c'est le miracle de Saint-Janvier. Et quand plus tard, il y a à peu près 60 ans, un savant de l'Inde a fait l'analyse de ce sang et a constaté que le sang humain et le sang de la Terre, qui est un être vivant, ont exactement la même qualité. Bon, alors, nous travaillons sur le sang de notre terre-mère et nous visons à l'introduire, parce qu'il est de nature imputrescible, à l'introduire dans l'organisme humain, afin de l'épurer de toutes les impuretés des terrestrités qu'il a absorbées depuis sa naissance. Et le but ultime de l'alchimie, c'est de rendre le sang humain imputrescible. Et quand on a obtenu cet élixir, comme on l'appelle, alors son application en thérapeutique sert pour des guérisons qui dépassent la portée de la science médicale aujourd'hui. On en doute dans bien des cas, mais ceux qui l'ont mis à l'épreuve en sont convaincus que le sang de la terre, le sang christique, comme on l'appelle, et j'emploie le terme christique comme signifiant d'origine solaire, parce que le mot Christos ou Chrysos veut dire exactement l'énergie solaire. Si on appelle le soleil le fils du Très-Haut, puis alors ça revient tout au même. Donc, on vise à introduire dans l'organisme humain un sang qui sera imputrescible et qui retardera la sénescence et prolongera la vitalité pour une période indéfinie, selon des conditions favorables. Alors, dans des conditions comme ça, on a vaincu, je ne dirais pas exactement la mort, mais on a vaincu la sénescence, et un homme qui s'est prévalu de ces facilités-là peut vivre en pleine lucidité et en pleine santé, en pleine jouvence, pendant une période indéterminée. Certains alchimistes ont dépassé plusieurs siècles. Apparemment, en conservant l'apparence d'un jouvenceau, du moins d'un homme adulte. Et grâce à cet élixir dont ils se sont alimentés au cours de leur vie, disons tous les ans ou tous les 6 mois. On l'appelle parfois l'élixir de longue vie. C'est exactement, parce qu'il rallonge la vie en retardant la sénescence, le vieillissement. C'est donc ceci à quoi l'on vise avec notre magistère, le travail que l'on fait sur une pierre vivante, qui est la Terre. Parce que, je me répète, la Terre est véritablement un être vivant. Il n'y aura pas de vie sur la Terre sans vie antécédente. Alors, nous sommes vivants parce que la Terre est vivante. On puise son énergie. C'est notre Terre, notre mère nourricière, la Terre. On a toujours employé ces termes-là, notre Terre-mère. Et c'est précisément de ça dont on se prévaut pour atteindre la longévité et la santé et l'harmonie dans tout notre système, dans tout notre organisme. Il y a quelques 20 ou 30 ans, on doutait de ces possibilités. Mais il y a eu tellement de résultats probants depuis quelques décennies, une couple de décennies, à peu près 30 ans, qu'on a obtenu des résultats miraculeux dans des cas qui avaient été désespérés par la médecine même, la médecine orthodoxe. Alors, c'est ce à quoi vise l'alchimie. Détruire la sénescence ou la prolonger aussi longtemps que les conditions environnantes sont favorables à cet état tellement désirable. La vie est tellement courte qu'on aura beau se faire un programme dès notre jeunesse, on ne peut jamais atteindre qu'une fraction de l'ambition que l'on avait. Mais si on peut prolonger la vie et la lucidité et la santé et l'harmonie, aussi bien en nous-mêmes qu'avec notre environnement, alors on peut vivre vraiment dignement. Et au lieu d'être simplement des bipèdes pensants, on devient infiniment plus lucide. C'est exactement ça à quoi vise l'alchimie dans sa plus haute connotation. D'abord, épurer le système de toutes ces souillures et ensuite ça, stimuler tous les centres latents, tous les centres d'énergie latente en énergie, afin que l'homme puisse dire, ça c'est vivre vraiment, à plein rendement. Et tout le monde, dans des conditions favorables, peuvent se prévaloir de cette science-là qui nous a été communiquée par nos prédécesseurs. Et par nos prédécesseurs, je veux dire exactement ceux qui ont précédé la race adamique sur la Terre. Adam n'était pas le premier venu sur la Terre. On sait qu'avant son intronisation dans ce jardin expérimental où on l'avait placé, il y avait des races qui le précédaient. On lui avait interdit de se mélanger avec des espèces inférieures.
Et la déchéance, qu'on appelle communément la chute de l'homme, ne provient que du fait qu'il s'est assimilé avec des espèces inférieures qui n'avaient pas la connaissance que les extraterrestres ou les célestes lui avaient communiqué dans le jardin expérimental. Aujourd'hui, on veut reprendre la vie de l'homme au point où elle a été interrompue par sa désobéissance ou son imprudence, de vouloir pactiser avec des espèces inférieures qui le rendaient inférieurs par le fait de leur assimilation. Bon, alors je crois que succinctement, j'ai donné une idée assez générale de ça en quoi consiste l'alchimie. Maintenant, pour démontrer objectivement la méthode de procédure, il faudra que je recours à mon paraphernalia que j'ai apporté ici. On peut y aller, Alex. C'est oui, avec le micro. Nous irons. Ouais. Merci. Le dispositif que vous avez devant vous, ça s'appelle un athanor. C'est un alambic, réellement, qui est constitué un peu drôlement. Il y a 3 cornues qui s'emboîtent l'une dans l'autre par des tubulations. Et le travail consiste à prendre une matière qui provient de la terre, que j'ai appelée précisément du cinabre. Vous allez pouvoir constater que dans cette pierre-là, il y a une veine rouge, n'est-ce pas? Pouvez-vous la détecter? Bon, alors ça, c'est véritablement le sang de la terre. Mais maintenant, il est maintenant coagulé parce qu'on l'a pigé de la surface de la terre. Mais dans les veines de la terre, dans le centre de la terre, dans le cœur, il est liquide. Pareil comme le sang dans notre organisme, il est liquide, il circule à travers tout le réseau artériel et veineux. Et si on veut le coaguler, en faire une banque de sang, on le réduit en une poudre. Et on peut s'en servir pour des transfusions par la suite. Alors, ce que vous voyez là, c'est le sang de notre terre-mère que l'on devra pulvériser pour le manipuler plus facilement. Et avec un mortier et un pilon, on en fera une poudre, comme ceci, une poudre assez comme de la poudre de riz. Maintenant, ce sang-là ne viendra à la vie qu'après y avoir fait subir un catalysateur. Ce catalysateur, il ne provient pas de la Terre, il provient des espaces célestes. C'est le nitre atmosphérique, où ce sont des photons, des entités de lumière qui proviennent du Soleil et qui sont réfléchis par la Lune dans la période où le Soleil ressurgit, la période de Pâques, du passage du Soleil et de la Lune, quand la Vénus est dans la constellation du Taureau. Alors, la pierre devra subir ce catalysateur après l'avoir pulvérisé. Et au mois de mars, au mois d'avril, plutôt au mois d'avril, dans le temps de Pâques, disons dans la Semaine Sainte, on étend des draps sur l'herbe, à quelque distance du sol, disons un pied et demi. Et la rosée, qui réfléchit les photons solaires, imbibera ces draps. Et quand ils seront bien saturés de cette rosée céleste, on tordra ça à travers un entonnoir dans un récipient en pyrex, disons, et on fera évaporer cette rosée-là. La rosée n'est que le véhicule des photons d'énergie solaire qui y ont été transmis. Et après que la rosée aura été évaporée, il nous restera dans notre pyrex, dans notre récipient octagonal, disons, un sel. Ce sel-là sont des batteries d'énergie solaire, autant que n'importe quelle pile ou batterie ordinaire contient l'électricité en puissance. Et ces petits cristaux de sel-là, on les appelle du sel christique, mais toujours en employant le terme comme disant de provenance solaire. Le mot Christ a toujours trait à l'émanation solaire, que ce soit l'émanation spirituelle, affective, l'émanation végétative, etc. Tout ce qui vient du soleil, on dit c'est christique. Ça, c'est le terme véritable. Et notre sel christique, quand il aura été introduit dans notre matière, va lui faire une effervescence. Notre matière, pulvérisée, aurait été placée dans le ballon central ici. Et dans ce ballon-là, je mettrai le sel que voici. Ce sel-là, c'est ni plus ni moins ce que j'ai recueilli dans mon récipient après avoir
exposer ma rosée à la chaleur du four, d'un four quelconque. Et ce sel-là, qui est solaire, d'origine solaire, il n'existe pas sur la Terre, en tombant sur la pierre, le sang de la pierre va le faire jaillir, va faire une ébullition. Et je vais poser mon sel ici, dans ce ballon-là, et ma matière première ici. Et pour activer mon sel, j'aurai recours à un stratagème qui consiste à y donner de l'énergie. L'énergie viendra de moi-même. Je pourrais prendre un feu, un butane, ou bien prendre un Bunsen burner, quelque chose comme ça, mais je suis un être de feu moi-même. Nous le sommes tous à notre insu. Hein? Alors, ce que je fais, j'émane mon énergie vers ce sel-là. Et dans très peu de temps, je vois une buée qui monte dans mon ballon. Et ce buée-là, cette buée, par condensation, va retomber sur la matière. La même chose ici. Cette pierre-là contient du sel, du soufre et du mercure, va subir une ébullition également et va retomber finalement dans les ballons. Là, ce sera un liquide rouge, rougeâtre. Et ce liquide-là sera plus tard converti en une huile qui sera ni plus ni moins de l'huile christique. Dans notre liturgie chrétienne, on a recours à un liquide que l'on appelle le Saint-Crème. Ce Saint-Crème a pour effet d'éveiller la conscience latente dans un moribond. Ben, je suis un enfant naissant pour qu'il soit conscient de ce qui habite en lui, dans son corps. Et si c'est un moribond, un homme qui va mourir, alors au lieu de dire « je dépéris », non, il y a quelque chose qui s'éveille en moi qui va sortir de ma carcasse. Alors, on appelait ça autrefois la chrysopée, qui consistait à éveiller l'énergie latente dans une personne, plus ou moins en léthargie ou en somnolence. Bon. Et c'est exactement ce qui va se passer quand on emploiera notre élixir, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour éveiller l'énergie chez un malade et afin que cette énergie christique, cette énergie solaire, circule à travers tout son système et détruise toutes les impuretés qu'elle puisse contenir et éveille ces énergies latentes. Dans le corps humain, il y a des billions de petites cellules, infinitésimales. À peine peut-on les voir au microscope. Et ces cellules-là, on pourrait les comparer à des petites éponges minuscules, miniatures, dont le but est d'absorber l'eau. Si maintenant, dans l'eau que notre éponge imbibe, il y a des terrestrités, de la poussière, évidemment, les pores de l'éponge vont se boucher graduellement et l'éponge absorbera moins d'eau, de moins en moins, jusqu'à ce que finalement elle soit complètement bouchée ou presque. Semblablement, les cellules, à force de s'intoxiquer de nourriture organique que l'on puise de la surface de la Terre, deviennent de plus en plus bouchées et absorbent moins de vie à mesure que l'on poursuit notre vie, notre cheminement à travers la vie. Et l'effet de l'élixir que l'on produit, c'est simplement de décarboniser, comme vous l'employez si bien il y a quelque temps, décarboniser le système humain, l'organisme humain, de toutes les impuretés qu'il aurait pu accumuler depuis sa naissance. Bon, alors, ça c'est la deuxième phase du travail que l'on peut faire sur soi-même avec l'alchimie. Tout le monde peut se prévaloir de cette chose-là si on comprend que c'est infiniment plus important que toute autre quête à laquelle on pourrait se vouer. S'épurer le système, épurer notre organisme, et aussi bien que notre cerveau et notre système nerveux de tout ce qui nuit au libre fonctionnement de nos facultés. Et c'est ça en quoi consiste l'alchimie. Maintenant, pour vous démontrer la procédure totale, ça prendra, pour la première étape seulement, ça prendra 40 heures. Et pour faire tout le travail, ça me prendra 282 jours, le temps d'une grossesse, 9 mois. Vous comprenez que c'est impossible de faire ça. Je peux donc que vous le décrire verbalement. Mais si vous y vouez, vous verrez qu'il faut procéder aux mêmes étapes que la nature prend pour faire un embryon en partant d'une couple de cellules bipolaires. Alors, le travail de l'alchimie, c'est de créer la vie, stimuler la vie, promouvoir la vie et accélérer la sénescence, c'est-à-dire retarder la sénescence en accélérant le processus vital. Les cellules se reproduisent habituellement à la vitesse en se multipliant à toutes les 8 minutes. Ça, c'est pour un homme normalement en santé, un homme d'une vingtaine d'années. Et à mesure que le vieillissement s'empare de lui, alors les cellules se reproduisent de plus en plus lentement. C'est ça qui fait le vieillissement.
plus lentement à cause des impuretés, des terrestrités qui proviennent de nourriture organique. La nourriture organique vient de la terre et les terrestrités bouchent les pores de ces millions de cellules que nous avons dans le système. Ça, c'est le but de l'alchimie. La plupart des gens, dans le passé, ont toujours cru qu'il s'agissait d'ennoblir un métal, de l'épurer. Si vous prenez un dictionnaire quelconque, Becherel ou n'importe quel autre, on va dire l'alchimie, c'est une science qui a pour but de changer le plomb en or, ou bien de coaguler le mercure pour en faire de l'argent. Alors, c'est tout à fait faux. C'est simplement une méthode de mettre notre pierre à l'épreuve. Notre pierre, quand elle a passé par toute la procédure qu'on lui fait subir par le magistère, devient vraiment radioactif. Ça devient véritablement du radium. Et vous connaissez les propriétés du radium, c'est de s'irradier dans toutes les directions afin de détruire ce qui est nocif à l'harmonie vibratoire. Alors, la pierre, qu'on appelle communément la pierre des philosophes, c'est une pierre qui est devenue vivante, véritablement vivante, dans le sens qu'elle promouvoit la vie dans tout ce dans quoi on l'introduira. Si vous l'introduisez dans un métal, le plomb, on dira le plomb, c'est un or lépreux. Alors, il fera céder, exuder sa lèpre. Dans le règne végétal, on accélérera la croissance d'une semence quelconque. Des exemples que l'on a prouvés bien des fois, que l'on mis à l'épreuve bien des fois, c'est prendre une noix avocado, une noix d'avocat, un poire avocat, une grosse noix. Ça prend habituellement 2 ou 3 mois avant qu'elle puisse faire surgir une tige. Alors, cette poudre-là, placée dans un terreau, dans un sol, où on aura mis une noix, ou une noix de date, par exemple, qui est très dure, alors elle va pousser en dedans de quelques heures. En dedans de quelques heures. Le métal sera transmué en dedans de 1 heure, 20 minutes, une demi-heure au maximum. Et dans l'être humain, en dedans de 30 ou 40 heures, après avoir absorbé l'élixir que l'on vous fait boire, en dedans d'une trentaine d'heures, vous aurez sué, exudé, expulsé de votre système toutes les terrestrités, toutes les impuretés que vous aurez pu accumuler au cours de votre vie. C'est là, bâton rompu, ça en quoi consiste l'alchimie. Mais ce qui est encore de plus important que d'atteindre la jouvence, c'est d'atteindre un état d'esprit avec lequel on n'est pas familier. On est familier avec nos 4 facultés objectives, raison, volonté, désir, attention. Mais on n'est pas familier avec les plans supérieurs, les plans transcérébraux. Ceux qui ont eu l'occasion de faire de la méditation transcendantale ont visé à atteindre un état transcérébral, penser au-delà des capacités du cerveau. Parce que si le cerveau pense, c'est parce qu'il y a de la pensée en existence à travers tout l'univers. Si les poumons respirent, c'est parce qu'il y a de l'air à travers toute la surface de la planète. Et semblablement, si on est capable de penser, c'est parce qu'une mer de pensée, on appelle l'homme universel, l'inconscient collectif, dirait Jung. Alors, on a accès, en se prévalant de cet élixir, à tout ce à quoi la race humaine s'est vouée au cours de son occupation du plan terrestre. Vous avez donc accès à l'inconscient collectif, à l'homme universel, et vous pouvez y puiser à volonté en dépassant les limites de votre cérébralité ou de votre cerveau objectif purement. Ça, c'est le but le plus important. Dépasser les capacités de notre cerveau qui, en réalité, ne s'alimentent que des impressions sensorielles que l'on a eues depuis notre naissance. Alors, vous avez accès à l'inconscient collectif. Ça, c'est précieux. Autrement dit, ça pense en vous dès que vous l'invitez, dès que vous y ouvrez. C'est comme, par exemple, une ampoule quelconque ne produit pas d'énergie, ne produit pas de lumière. Elle est mise en mouvement. 2 filaments, disons, de tungstène sont mis en mouvement. Mais l'énergie qui emplit le vide dans l'ampoule provient de l'homme universel qui entoure toute la Terre. Alors, cette énergie omnilatente, partout présente, est toujours à notre disposition. On peut y avoir accès et s'en prévaloir dès que l'on libère notre système des obstructions qu'il contient, qui nous empêchent de dépasser la pensée purement objective. Vous êtes plein d'énergie. Atlantique. En Atlantide, dans l'océan Atlantique, où il y avait 3 petits continents qui n'en formaient un seul. Haïtia, Deuta, Poséidon. On l'appelait l'Atlantide. Et par la suite, c'est traversé en Égypte, où là, cette connaissance-là atteint son apogée sous le règne
d'un grand sage qu'on appelle normalement Hermès Trismégiste. Bon. Alors, Trismégiste, qui veut dire trois fromages, celui qui détenait la connaissance des trois règnes de la nature, alors nous a légué cette science-là. Mais lui-même l'avait puisé de ses prédécesseurs, les Atlantéens, eux des Lémuriens, et ces derniers des Vénusiens, qui sont nos progéniteurs. Nous venons d'ailleurs. Et la Terre a été notre terre d'élection parce que apparemment les conditions étaient favorables à la prolifération de la vie sur la Terre. Tout comme, par exemple, dans quelques générations, dans quelques décennies peut-être, on pourra coloniser la Lune. On commence déjà à le conditionner. Et après l'avoir colonisé, on pourra l'hominiser. Bon. Et ce phénomène de transmigration d'une planète à l'autre à travers tout le système solaire se poursuit depuis, je dirais pas des millénaires, mais des myriades de cycles solaires. Et c'est comme ça que la vie se propage à travers tout le système solaire, s'est propagée à travers tout le système solaire, en partant directement du Soleil, en passant par tous les plans succédants, Mercure, Vénus et finalement la Terre. Nous sommes au point équidistant entre notre retour à la maison du Père et notre source de provenance. Et c'est notre destin de redevenir ce que l'on était quand on avait la conscience solaire. Et là, on commence à réaliser que la conscience solaire, c'est notre destin. Devenir conscient que nous sommes des étincelles du brasier solaire, mais que cette étincelle est dans la même situation que le feu qui est latent dans la pierre de notre briquet. Dès que vous l'avez stimulé, vous l'avez irrité, elle vous fait jaillir une étincelle. C'est donc du feu. Le feu était dans la pierre. Et s'il y a quelque chose de combustible à proximité, alors il y aura une ignition qui se fera, ça prendra en feu. Mais le feu existait à l'état latent dans la pierre avant qu'elle existe sous forme de flamme dans le combustible qu'on mettra à sa proximité. Semblablement, dans tous les règnes de la nature, il y a de l'énergie latente qu'on appelle l'esprit. Et la matière n'aura pas d'existence. Ce n'était pas imprégné de l'esprit, et l'esprit, c'est du feu. Je répète ce jeu de mots, que le mot esprit contient toujours pire, du feu. Hein? Respire, soupire, tout ça, c'est du feu. Alors, la vie est un feu en latence qui ne se manifeste que quand il est mis en circulation. La première définition que l'on a de Dieu, c'est Moïse qui nous la donne quand il nous relate son expérience avec le buisson ardent sur le mont Sinaï. Il voit un buisson qui brûlait sans se consumer. Le prophète demande « Qui es-tu? Qu'es-tu? » Et la voix lui répond « Je suis l'être-té. Ego sum qui sum. Je suis celui qui suis. » La vie, c'est un feu qui se manifeste sous différentes formes, sous différents aspects matériels. Mais s'il n'y avait pas de feu dans la nature, il n'y aura pas de vie. C'est l'esprit qui est dans la matière qu'il faut faire jaillir. Et pour ce qui nous concerne, c'est le feu que l'on détient à l'état latent ou à l'état de léthargie que l'on doit éveiller en nous afin de se prévaloir de toutes les possibilités que la vie nous offre pour peu qu'on réalise ses potentialités. Comme le thème de la soirée, Alex Lachance, c'est l'alchimie et les extraterrestres. Ces Vénusiens, les initiateurs des temps passés, existent-ils toujours d'après vous? Définitivement. Les Vénusiens, ils ont une civilisation qui nous a dépassés. Au fait, les premières invasions, les premières exodes qui ont été faites de Vénus ont passé par la Lune. Hein? Puis ensuite de ça, pendant 6 périodes de 2100 ans, des jours solaires, si vous voulez, ou des mois solaires, ils ont conditionné la Terre. Mais ils ont tout apporté ce qu'ils avaient déjà, puis ils ont retenu aussi beaucoup de ce qu'ils possèdent encore. Et le but de notre invasion du système solaire, y compris la Lune et bientôt Vénus et Mars, sera de se prévaloir cette connaissance dont on n'a que quelques fragments jusqu'à présent. Viennent-ils de la planète Vénus? Oui, définitivement. Si vous allez dans les mers du Sud, vous demandez aux gens, plus ou moins renseignés, d'où venez-vous? Ils pointeront toujours vers la Lune. Ils diront, nous venons de là. Nous ne sommes pas originaires, nous ne sommes pas autochtones de la Terre, nous sommes originaires de Vénus. Bien des explorateurs ont constaté ça, puis ont relaté ça toujours de la même façon. Ils viennent de Vénus, on provient de Vénus. D'autres du Soleil, nous sommes des fils du Soleil. Hein?
Mais en réalité, on vient de la source de toute vie qui est le Soleil. Et le stage le plus probant qui a précédé celui du stage terrestre, c'était le stage sur Vénus. Est-ce que sur Vénus, il y aurait encore des êtres qui vivent sur Vénus Oh, aujourd'hui? définitivement. Définitivement. Des voyants nous ont révélé ces choses-là. Dernièrement, en Inde, on a écrit un volume qui traitait euh, euh, un autre qui venait de Mars aussi, de Vénus à la Terre, en 24 heures. Alors, il y a une connexion entre tous ces plans de conscience qu'on appelle communément les planètes et à travers tout le système solaire. Il y a une Oui. conscience. Mais les satellites américains, je pense, c'est les Mariner qui ont atterri sur Vénus, ont toujours prouvé que c'était une atmosphère inviable, une température beaucoup trop haute. Voici, on sait qu'il y a des peuplades qui vivent dans une atmosphère de méthane. Puis cependant, le méthane est censé être excessivement toxique, n'est-ce pas? Ah. Alors, ce n'est pas la vie qui conditionne l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui conditionne la vie. Hein? Et si on se conditionne à du méthane, on pourra vivre aussi allègrement qu'on vit dans une atmosphère oxygénique. Si vous allez au centre de la Terre, qui est creux, hein, alors vous allez constater que c'est du nit que l'on respire au lieu d'être l'oxygène. L'atmosphère de l'agartha, c'est un terme que vous avez tous entendu sans doute, est nitrogénique. Pour y vivre, il faut que vous puissiez respirer du nitre, hein, qui est du feu véritablement. Alors qu'ici, à la surface de la Terre, à l'extérieur de la croûte de la Terre, on vit d'oxygène. Alors on s'est conditionné à se vivre, à subsister avec l'oxygène. Mais si vous vivez dans une autre atmosphère, vous conditionnez pour vivre dans ces conditions-là. On dit que la masse de Vénus est très semblable à la masse de la Terre. Est-ce que il se pourrait qu'il y ait aussi des civilisations à l'intérieur de la planète Vénus? Ça, je peux pas affirmer, mais il y a une civilisation à l'intérieur de la Terre, ce qu'on a toujours appelé l'Agartha ou l'Agarthu ou Shambhala, tous ces termes qu'on a employés. Le paradécha, le premier terme que l'on emploie dans la Bible, c'est le paradécha, qu'on appelle le paradis terrestre, d'où l'homme a été expulsé pour un désordre qu'il avait commis dans son comportement. Une manipulation des forces qui détruisait la vie aux alentours de lui. Il est expulsé à la surface de la Terre. Mais il y en a encore des êtres. Puis on sait que plusieurs y sont allés, puis sont revenus, puis ils ont rapporté des choses bien étonnantes. Des hommes comme Bulwer Lytton, Jules Verne, ont puisé leur connaissance des contacts que j'avais faits avec les infraterrestres. J'emploie le terme infraterrestre au lieu d'extraterrestre. Quel est le plus ancien texte qu'on peut appeler un texte alchimique? C'est dans les Upanishads. Oui, le troisième Upanishad, on l'appelle Kinya Upanishad, c'est le troisième des Upanishads. Puis il y a un traité d'alchimie qui est très semblable à ceux de Fulcanelli ou même à ceux de Jeanne Conseillère, par exemple. Ils nous décrivent la manière d'éveiller l'énergie latente dans la matière en la manipulant, puis en la réduisant à un état propre à sa Est-ce que ça pulvérisation. remonte à l'époque de Hermès Trismégiste? Excusez-moi, je vous en prie. Si ça remonte à l'époque d'Hermès, de Thoth? Oui, ça part de Thoth. C'est lui qui a codifié cette science-là. On l'appelait le grand œuvre, l'œuvre solaire, qui consiste, ni plus ni moins, à éveiller l'énergie solaire. Parce que cette énergie-là, qui est latente dans tous les règnes de la nature, c'est l'énergie solaire. La matière, c'est de l'énergie solaire coagulée. Et selon le degré de coagulation, ça fait les différents degrés de densité qu'il y a dans la matière. Et Thoth, Hermès Trismégiste, c'est lui qui nous a laissé cette fameuse table d'émeraude, qu'on appelle, qui nous dit textuellement ce qui est en bas ou ce qui est sur la terre, ce qui est matériel, c'est ni plus ni moins que la réflexion de ce qui est en dehors de la terre. Ah, il dit précisément ce qui est en bas et l'équivalent, c'est la réflexion de ce qui est en haut. À la base de l'alchimie, il y a les 4 éléments. Feu, terre, air, eau. Oui. Les anciens avaient conçu que la matière se manifeste sous 4 formes. Une forme solide, tangible, perceptible sensoriellement, une forme liquide, une forme aérée et une forme de feu, forme de radiation. Alors, les 4 éléments, c'est terre, eau, air et feu. Ces 4 éléments-là, ce n'est pas les éléments que l'on conçoit dans la chimie, mais ce sont les 4 formes de manifestation de la matière. La matière se manifestera toujours sur 4 formes différentes, plus ou moins subtiles, à mesure que ça monte en mode vibratoire. Donc, il faut penser que c'est un langage symbolique quand on parle de la terre, de l'air, de l'eau.
Justement, c'est pas j'appellerais le mercure de l'eau, hein, parce que la viande est liquide. Et la fumée, j'appellerais ça de l'air. Hein. Puis c'est tout simplement une radiation quelconque, tel que du radium, tel que la pierre sera, ce sera du feu. La pierre, c'est vraiment du feu coagulé et emprisonné dans une pierre. Alors, ce sont les 4 modes de manifestation de la matière. C'est comme ça qu'on a employé, c'est la signification qu'on a employée au terme élément dans le temps, les 4 éléments, 4 formes d'élémentation. Les Vénusiens, lorsqu'ils ont communiqué aux hommes la science de l'alchimie, ont-ils eux-mêmes utilisé cette alchimie face aux hommes ou les hommes ont copié finalement en voyant les maîtres agir? Oui. Est-ce qu'ils les ont Vénusiens transmis nous ont aux laissé hommes? un héritage. Par exemple, à plusieurs reprises, il y a eu des invasions provenant d'ailleurs au cours de l'histoire. Hein? Et on a constaté que partout où il y avait la matière radiante sur la Terre, telle que l'uranium, par exemple, alors il y avait eu des atterrissages de Vénusiens. Là où il y a des dolmens, des menhirs, des choses comme ça, disons Stonehenge, par exemple. Alors Stonehenge, le sol, c'est de l'uranium et du cinabre. Alors, s'ils sont installés là, c'est parce qu'il y avait la matière radiante qu'ils pouvaient utiliser pour le combustible pour les vaisseaux spatiaux. L'île de Pâques, entre autres. Même chose. Et absolument. Maintenant, je reviens avec ma question. Est-ce que les Vénusiens ont enseigné aux hommes l'alchimie ou ce sont les hommes qui ont copié les attitudes des Vénusiens? J'aurais tendance à croire qu'ils leur ont enseigné. Tout comme ils leur ont enseigné l'agriculture et l'architecture. Parce que l'homme, laissé à ses propres ressources, ne sera encore qu'un Cro-Magnon ou un Néandertal. Alors, il a fallu qu'il y ait qu'il soit protégé par ses On créateurs. remonte à quelle époque? Je dirais, sans exagérer, ça remonte à 70-75 000 ans. Quoique des savants vont exagérer sur ça, vont dire plusieurs millions d'années. Non, c'est pas probable. Parce que le temps dans le cosmos n'a pas d'existence. Et nous, on peut l'étirer comme un élastique. Mais je dirais, d'après les preuves qu'il y a à travers tout le monde entier, que la première invasion de la Terre, première occupation de la Terre, date de 70-75 000 ans, dans la Terre lémurienne, dans le continent du Pacifique. Ouais. Et ça date de ce moment-là. C'est la première occupation de la Terre par l'homme. Ces Vénusiens, ils devaient communiquer avec un langage quelconque. Quelle langue utilisaient-ils d'après vous? Le langage peut être phonétique ou peut être visuel, peut-être... Télépathique? oui, ça peut être des symboles. On peut réduire tout phonème, tout mot, hein, on peut le réduire à un symbole graphique quelconque. Ensuite, des gestes. Le geste, c'est un langage aussi. C'est un langage. Pas rien que le geste des mains, le geste du corps, c'est un langage aussi. Le langage, c'est un moyen de communication, qu'il soit auditif, qu'il soit visuel, ou même qu'il soit corporel ou matériel quelconque. On dit qu'il y a 3 sciences de base en ésotérisme, l'alchimie, l'astrosophie et la Kabbale. Est-ce que la Kabbale, l'alchimie et l'astrologie sont en relation, les Oui. trois? Vous avez peut-être observé que toutes les grandes cathédrales qui ont été faites par les alchimistes ou les philosophes opérants, les maçons, si vous voulez, il y a 3 entrées, n'est-ce pas, à toutes les cathédrales. 3 entrées, 3 portes d'entrée. L'une est vouée à l'alchimie, l'autre à l'astrologie et l'autre à la magie. Comme nous disait un homme que l'on vénère beaucoup dernièrement, la magie, c'est quand l'homme agit, n'est-ce pas? Hein? Alors, la magie du geste, ou bien la magie du travail, vise à mettre la matière en mouvement. Que ce soit une matière très subtile, que ce soit une matière grossière. Si elle est grossière, ce sera par l'usage de nos mains. Si elle est subtile, ce sera par l'usage de notre cerveau et en réduisant la matière à son état le plus palpable. Comme dans notre cas, on ne peut pas travailler sur une pierre directement comme ça. Il faut la pulvériser, la rendre très subtile avant de pouvoir la trouver, l'opérer. Est-ce que, d'après vous, ces 3 sciences ont été enseignées les 3 par des extraterrestres des Vénusiens? Définitivement. Oh oui, définitivement. Vous en avez un plus bel exemple à Stonehenge, j'en ai plein de Salisbury, où le grand dolmen, les grands dolmens, se dirigent vers les 12 zodions, les 12 constellations qui sont la ceinture zodiacale. Alors, ils avaient donc l'astrologie. Ensuite de ça, ils avaient des moyens de manipulation que l'on peut pas concevoir. Mouvoir, déplacer des pierres de 40 à 50 tonnes, par exemple. Alors, ils connaissaient la lévitation, aussi bien que la loi de gravitation. Alors, c'est une forme de magie, ça, de manipuler la matière afin de changer sa polarité.
Parce que si la matière attire la matière, c'est parce qu'il y a un contraste entre les deux pôles. Alors, leur magie qu'ils ont, c'était la magie gravitationnelle. Alors, ils avaient converti la polarité de la matière pour la rendre lévitationnelle aussi bien que gravitationnelle. Ça, c'est de la magie expérimentale. Avez-vous l'impression, Alex Lachance, que depuis ces très anciens temps où on avait des contacts avec ces Vénusiens, que l'être humain a été obligé de se débrouiller avec ce qui restait de ces anciens contacts? Précisément, oui, c'est précisément ce qu'il a dû faire. Il y a eu Parce la qu'il n'aurait tenu que pollution. des vestiges. Il y a eu beaucoup d'anarchie à la surface du globe, des invasions, des exodes. Et alors, beaucoup de cette science-là a été perdue. Ce n'est qu'au début du 13e ou 14e siècle qu'on a commencé à recodifier ça, puis à réorganiser ça pendant des siècles. Et aujourd'hui, on dit que si on n'avait pas perdu cet héritage de nos anciens, on serait infiniment plus évolué qu'on l'est présentement. Mais graduellement, depuis, disons, un siècle et demi, on commence à reconstituer toute cette science et on va recueillir, reposséder tout ce que nos ancêtres nous ont légué et qu'on a dilapidé pour faute de compréhension ou bien d'anarchie entre les différentes ethnies à la surface du globe. Mais cette science-là, Et devant l'anarchie entre les différentes ethnies sur la surface du globe, ça risque qu'on retourne tous à l'énergie lumière aussi. précisément, Ouais. la lumière, c'est la vie. Que ça soit un feu, le feu, c'est de la luminosité, n'est-ce pas? Alors, l'homme doit devenir conscient de cette vérité que je cite, que l'homme est un être de lumière, une étincelle du brasier solaire. Et il est maintenant engrossé d'une carcasse de matérialité pour pouvoir s'agencer dans un monde matériel, mais à l'intérieur de cette scaphandre, c'est un être de lumière, un être de feu, et qui stimule ce feu, omnilatent dans la matière aussi bien que dans lui-même. Il peut contrôler son monde et s'en prévaloir pour des fins dont il ne voit pas encore le destin. Bon, là, vous me voyez venir, Alex Lachance. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été en contact avec de ces êtres? J'établis contact. On peut établir contact sensoriellement, matériellement, spatialement et transspatialement aussi. Un contact, ça peut être télépathique, ça peut être télépsychique. Hein? Alors, si je reçois une impulsion cérébrale quelconque, que je sais qu'elle ne provient pas de moi, je pourrais dire avec conviction merci. Hein? Et ça vient d'un être qui dépasse ma condition matérielle, qui m'adombre, qui m'enveloppe et m'infuse une connaissance que je n'aurais pas puisée dans un livre ou bien que je n'aurais pas pu acquérir en faisant des expériences. Avez-vous déjà été visité, vous, personnellement, qui vivez seul à la campagne, par des êtres qu'on pourrait appeler des extraterrestres? Non, pas dernièrement. Pas dernièrement, faut que je l'avoue. Pas dernièrement. Mais dans ma vie, j'ai eu quelques expériences d'être désincarné. Et comme j'étais jeune, je n'avais aucun préjugé scientifique. J'ai trouvé ça tout à fait ordinaire, tout à fait normal. Comme les visions que j'aurais en rêve, ben, je les prends pour des réalités, parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités, mais seulement des réalités qui dépassent l'actualité sensorielle. Et des expériences que j'aurais subies en rêve, j'en profite pour dire merci, merci. Et ces êtres-là, c'est pas nécessaire qu'ils occupent un espace restreint pour se manifester. Est-ce que c'est de là que vous avez tant de conviction sur l'existence de ces êtres à l'intérieur de la Terre? Oh, ça part de loin, ça. Voyez-vous, la Terre est pas constituée telle qu'on le conçoit. C'est deux couches concentriques. Elle paraît comme un fruit quelconque, par exemple, aura son noyau. Le noyau, c'est la source de tout ce qui aura tout autour. La pulpe, la peau, etc. Le fruit proprement dit. Hein? Alors, la Terre a un noyau central, que l'on appelait autrefois le paradis chat, hein, comme je l'ai cité tout à l'heure, le paradis. Et au cours des millénaires, plusieurs millénaires, la poussière cosmique s'est déposée sur la Terre, tout comme si il allait neiger sur la Terre pendant des siècles et des siècles. Viendra un temps où on ne soupçonnera plus l'existence du terreau, de la Terre proprement dit. On vivra à la surface d'une couche de neige. Hein. Mais des gens, par pur hasard, ont dit non, dans cette couche de neige-là, il y a une couche de terre sur laquelle on vivait auparavant. Et des gens auraient pu fouiller puis descendre ça. Ah, ça c'est la terre originelle. Ça c'est le paradis chat. Ça c'est le royaume intérieur, d'où nous provenons. Puis en dedans de cette couche-là, il y a un domaine intérieur.
puis une couche de nitrogène, qui est la source de toute vie, du feu solaire, qui alimente toute la Terre et la rend vivante, afin qu'il y ait de la vie à la surface de la Terre. Et ça s'applique à toutes les planètes. Elles sont toutes creuses. Toutes creuses. Autrement, elle ne pourra pas être sphérique. Elle ne pourra pas être sphérique si elle n'était pas creuse. Puis elle ne pourra pas girer non plus. Hein? Alex Lachance, vous avez réalisé l'œuvre alchimique. Vous êtes arrivé à ce fameux plan de conscience transcendantale comme vous nous parliez tantôt. Quel serait le souhait que vous pouvez faire pour l'évolution de l'humanité? Commençons par le Québec, proprement dit. Ah, avec Québec, on dit qu'il y a un destin euh, imprévisible, que ça va être un centre de spiritualité de toute l'Amérique, de tout le Nouveau Monde. Parce que l'Amérique et le Québec est la tête de l'Amérique, n'est-ce pas? C'est le Nouveau Monde, n'est-ce pas? C'est pas qu'une figure de langage. Et les grands visionnaires nous ont dit que bientôt, on aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Bien, une nouvelle terre, c'est ce nouveau monde sur lequel nous vivons. Et nous sommes à l'apex de ce nouveau monde. Alors, dans le Québec, vu qu'on atteint le sommet cérébral de la planète, il va se produire des choses, parce qu'on est très près de la source solaire. Alors, Québec a un avenir. Un avenir. Ça va être le centre de spiritualité de toute l'Amérique, de tout le nouveau monde. Puis ce n'est pas moi qui fais cet énoncé-là, ça a été dit par des gens infiniment plus documentés que moi. Ça va être la source de spiritualité du nouveau monde. Et quel serait votre souhait pour quelque chose qui devrait se produire dans l'humanité pour améliorer la condition humaine? Il faudrait d'abord que la race humaine tout entière devienne consciente de sa grégarité, de sa solidarité avec tous les autres êtres humains qui occupent la surface de notre planète. Alors, atteindre cet état de fraternité totale, hein, au lieu d'avoir des ethnies en contraste les uns avec les autres. Enfin, établir l'harmonie entre tous les hommes. L'amour du prochain, disons, pour employer le terme consacré, hein, alors que l'homme devienne conscient de son semblable, de tous sans exception. Alors là, ce sera harmoniser et homogénéiser toute la race humaine en une entité spirituelle unique. Avez-vous l'impression que l'alchimie devrait être enseignée dans les écoles? Oui, je dirais pas dans des abécédaires, mais après un certain temps, quand les gens commencent à penser individuellement, puis qui dépassent la pensée purement cérébrale, oui, ça devrait être enseigné. On commence déjà à parler beaucoup de parapsychologie, et dans très peu de temps, on aura des cours de parapsychologie dans les grandes universités. C'est déjà commencé même. À l'Université de Montréal, dans très peu de temps, on aura une chaire de parapsychologie. Et on aura une chaire d'alchimie, moi je n'en doute pas. J'ai l'intention de l'occuper. Vous voyez comme je suis modeste, hein? Oui, c'est ça, c'est que l'alchimie est une science vérifiable, une science pure. Ce n'est pas certainement, mais oui. Et par l'alchimie, on peut vérifier toutes les autres sciences, les mettre à l'épreuve. Ah oui. C'est la science de l'esprit dans la matière. Parce que je me répète encore, la matière n'aura pas d'existence, elle n'est pas imprégnée de l'esprit. Et pour comprendre la matière, il faut en extraire l'esprit. Puis là, on réalise que la matière n'est pas si impondérable ou... Arrivez-vous à des résultats pratico-pratiques avec l'alchimie? Oh oui, définitivement. Un Moi, exemple? c'est dans le domaine de la thérapeutique que je veux atteindre les résultats probants, surtout dans ce domaine-là. J'ai constaté à plusieurs reprises qu'on pouvait faire des choses qui dépassaient la portée de la médecine. Ça a été constaté. Vous pouvez me donner des exemples? Je ne voudrais pas citer des noms, si vous voulez. Deux cas de cancer, oui. Ouais. Oui. Des cas de cancer qui sont Je cite, on cite, ce n'est pas moi qui cite, qu'un cancer, c'est un état d'anarchie cellulaire. Et un cancer, quand il est traité convenablement, dans des conditions idéales, fond aussi rapidement que de la glace dans l'eau chaude. Parce que ça n'a pas d'existence en soi. Et si vous faites la dissolution, ce qu'on appelle la dissolution, la dissoudre, quoi, le cancer disparaît comme de la fumée. Il passe à travers les portes à peau. Et l'élixir que l'on fabrique a pour effet de faire une exudation de tous ces gaz cancérigènes qui existent dans le système, qui ne peuvent pas sortir parce que les cellules sont bouchées, carbonisées, comme vous disiez si bien il y a quelque temps.
Alors, l'élixir a pour effet d'ouvrir les pores des cellules afin que tout ce qui est cancérigène puisse s'exuder. Une personne qui aura pris cet élixir pendant quelques gouttes, une goutte, disons, transpirera abondamment pendant 30 à 40 heures. Et si elle était obèse, elle perdra tout ce qu'elle peut contenir de toxicité dans son système. Alors, c'est l'effet de l'élixir. Introduire dans le patient l'énergie solaire qui produit une fièvre et, à la faveur de cette fièvre-là, elle tue abondamment tout ce qu'elle a pu absorber de matière organique, putrescible, dans le système. Parce que ce sang de la terre, j'y reviens, c'est un sang imputrescible. Qu'enlèveriez-vous à notre civilisation actuellement? Qu'est-ce que vous retireriez de la civilisation qui, d'après vous, lui fait un grand tort présentement? L'anarchie qui existe à travers tous les peuples, hein? Il faudra Ça provient de quoi, cette anarchie-là? C'est causé par le sens de possession puis la crainte La peur? Oui, la peur, oui, justement. Et la peur ne vient-elle pas de l'ignorance? Précisément, ah oui, c'est précisément ça, la peur, c'est le manque de confiance en soi, en nos facultés inhérentes, en nos possibilités inhérentes. La peur, c'est l'ignorance, précisément. Il n'y a pas d'autre cause pour la peur. La peur, c'est un manque de confiance en soi, un manque de connaissance de soi. Un homme qui est pleinement conscient de soi, il n'y a pas peur, c'est un... En dehors des trois grandes sciences dont on a parlé tantôt, que je répète, alchimie, astrologie et magie, y a-t-il d'autres sciences amenées par les extraterrestres? Oui, la culture, l'élevage, tout ça sont les extraterrestres qui ont amené ça à l'homme. Autrement, il n'aurait pas pu survivre. Il n'aurait pas pu survivre. Bon, on avait d'abord établi ces conditions-là dans le paradis choix, dans l'Éden, si vous voulez. Et après ça, quand tu mélanges les espèces autochtones et les espèces pré-adamiques, il a fallu y enseigner à se protéger des intempéries et se produire de la nourriture, cultiver la terre-mère. On y enseigne l'agriculture et l'élevage. Au lieu de courir après les animaux, on les a rapprochés de plus en plus. On fait de la culture. Ouais. Alors, ce sont les extraterrestres qui ont fourni ces sciences-là à l'homme, qui lui ont permis de survivre, tant bien que mal, jusqu'au point où il est rendu aujourd'hui. Mais il n'y a rien qu'encore à sa période prénatale, pratiquement. Parce que l'homme n'est pas, on a beau l'appeler l'homo sapiens, n'est pas encore atteint son... En conclusion de cette première partie de la soirée, Alex Lachance, est-ce que vous avez l'impression qu'on doit souhaiter un retour de contact avec les Vénusiens? Oh, définitivement, puis il est déjà plus près qu'on pense. Oui. Oui. Vous nous dites? Le contact est déjà plus près qu'on pense. Ah oui. Ah oui. Le contact est déjà établi, justement à notre insu, à l'insu de la plupart d'entre nous. Mais le contact est établi, puis il est très vivant. Soyez-en sûr. C'est ce qui va terminer la première partie de cette soirée de la conférence de janvier 1983. Merci, Alex. Merci, monsieur.